Donc, contrairement à Jean Gérard, et ce que je trouve assez intéressant dans ses approches de la pleine conscience, mon parcours vient vraiment de la méditation traditionnelle. Et on a la même formation concernant le programme MBSR, les mêmes enseignants aussi. Et ce qui m'a rapproché moi de cette méthode, c'est que après les quelques 7 années qu'on a passées en retraite, je me suis investi sur un centre et j'ai animé un centre documentaire qui m'a donné la possibilité d'étudier le bouddhisme dans différentes perspectives philosophiques, différents systèmes de méditation. Et j'ai été très surpris par l'ampleur. Nous, quand on est en retraite méditative, on a vraiment une approche très spécifique d'une tradition auquel on s'entraîne énormément dans la méditation. Et après, pendant 7 ans comme ça, de découvrir toute la multitude d'approches qu'il y a, c'était très enrichissant. Et j'ai eu l'occasion également pendant ces années-là, d'enseigner ponctuellement, d'animer des retraites. Et quand on accueillait les personnes, il y avait certaines personnes qui se trouvaient en très grande vulnérabilité, que ce soit une vulnérabilité émotionnelle ou physique. Et quand elles étaient déjà dans ces traditions contemplatives, elles arrivaient à faire quelque chose. Mais certaines d'entre elles étaient attirées par le discours que peuvent avoir les traditions bouddhiques et pensaient trouver quelque chose. Mais c'est pas un remède miracle, il faut pas mal de temps d'assimilation. Et parfois, j'étais un peu frustré, j'avais un peu un sentiment d'impuissance face au désarroi que pouvaient rencontrer certaines personnes, parce que j'avais l'impression que, à part une écoute active, bienveillante, je leur donnais pas quelque chose qui pouvait les aider véritablement sur le long terme. Alors attendez, il y a un petit truc bizarre là. Je me retrouve avec une autre présentation sur mon ordinateur. Et quand on m'a parlé du programme MBSR donc en 2009, de la pleine conscience, et ma première réaction a été de me dire encore un truc nouveau. Et en fait, en découvrant donc les travaux de Kabat-Zinn, j'étais vraiment très étonné de la rigueur avec laquelle a été élaboré ce programme. Et je trouve vraiment intéressant la synchronicité qu'on nous a proposé de passer d'abord Jean Gérard qui présente la méditation et puis moi que je vais vous présenter un peu plus près ces applications en cancérologie à Bayonne, parce que un point qui me semble vraiment fondamental dans l'élaboration de ce programme, des personnes qui ont eu une expérience un peu forte dans la méditation, qui sont allées en Orient et qui ont synthétisé quelque chose, on en a plein, Kabat-Zinn n'est pas le seul. Mais pour moi, la spécificité de ce programme a été vraiment cette dynamique de recherche. On a un groupe de personnes, dans l'université du Massachusetts, dans les années 80, qui n'arrêtent pas de consulter plein de mondes différents et de les mettre à la même table. Des gens comme moi qui viennent de la méditation traditionnelle, enfin plus élevés que moi, comme Thich Nhat Hanh, des maîtres de méditation incantique, ils ont consulté régulièrement des maîtres de méditation indiqués par le Dalai Lama, etc., qui venaient un peu dans différentes traditions contemplatives valider. Et une chose qui m'avait vraiment étonné en rencontrant Kabat-Zinn quand on avait fait la semaine méditation là en 2011, là, quand on était en Dordogne, quand il a entendu parler qu'il y avait des gens qui étaient restés 3 ans, 6 ans, 7 ans en retraite et tout, il a tout de suite voulu nous rencontrer et se met à la table comme ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon programme? Vous enseignez? Comment ça vous parle par rapport au bouddhisme? Et je suis sûr que c'était pas fin, c'était pas juste une posture. Il avait vraiment un intérêt, encore, après 30 ans, de vouloir, une fois de plus, avoir le témoignage de quelqu'un qui connaissait de l'intérieur de la méditation, une opinion, une critique qui pouvait le faire avancer sur sa propre compréhension et sa propre élaboration du programme. Waouh! Et il a fait ça avec des gens du milieu scientifique de la même manière. Il a fait venir et associer dans sa dynamique de recherche des chercheurs, des médecins, etc. Et surtout, comme Jean Gérard l'a évoqué, c'était pas un truc entre docteurs de la méditation et docteurs physiologiques, psychiques, etc. Il y avait des patients qui étaient aussi autour de la table. Ils ont été volontaires au départ et ils ont été ensuite associés à l'élaboration de ce programme, constamment consultés sur leurs expériences. Et c'est cette pédagogie qui, pour moi, est le tronc, si vous voulez, de ces approches basées sur la pleine conscience,
Et la simplicité de techniques qui sont proposées sont vraiment, à mon avis, un leurre, parce que ce qui est simple, généralement, c'est compliqué à mettre en œuvre. Alors, moi, j'ai appelé la dynamique que j'ai faite Euthymia, parce que il m'a semblé que c'était aussi intéressant. Jean Gérard évoquait à la fin de son exposé le fait que c'est une expérience universelle. Moi, j'ai un jour passif dans le bouddhisme, et il me semblait intéressant de rappeler aussi qu'en Occident, on a cette expérience-là. Si vous voulez, quand Démocrite parlait de l'Euthymia, c'est un mot qui est composé, on parlait tout à l'heure de l'idéogramme de pleine conscience, mais Euthymia, c'est joli aussi. Il y a deux racines, il y en a une qui parle du cœur et l'autre du souffle. Et cette qualité de présence que certains philosophes à l'époque où ils s'entraînaient dans les techniques physiques et dans les techniques contemplatives ressentaient, ils l'ont appris comme ça. Et jusqu'à Marc Aurèle, qui est quand même un type assez intéressant puisqu'il était assez préoccupé dans la vie avec son métier, empereur d'Orient et d'Occident. Et puis, quand même, si vous lisez ses écrits, il avait quand même quelque chose qui se rapproche de ce qu'on peut éprouver quand on pratique la pleine conscience. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites par Jean Gérard que moi j'ai aussi introduites dans la présentation que je voulais faire. Pour éviter de faire redondant, je vais me permettre par contre de vous faire une petite séance de pratique, histoire de faire une petite pause, et puis comme Jean Gérard n'a pas eu le temps de le faire, on va la faire. Pour ceux qui connaissent pas, je vais m'inspirer d'une présentation que propose Arthur Jajonc, qui est le directeur actuel du Mind and Life Institute. Mind and Life Institute, c'est une organisation qui s'est faite aux États-Unis il y a à peu près une dizaine d'années, je ne me trompe pas, entre le monde de la méditation et le monde scientifique, et de voir là où ça a accroché et là où ça n'accrochait pas. Et il y a des conférences qui sont organisées régulièrement. La dernière, elle était à Boston il y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Et le directeur actuel, donc c'est un physicien, qui s'appelle Arthur Jajonc, qui médite depuis de très nombreuses années, et qui a une présentation que je trouve vraiment bien quand il est intervenu au MIT pour présenter ça à des dirigeants. Il a utilisé cette méthode, je pense qu'il l'utilise régulièrement, il la trouve bien parce que d'habitude on fait méditer les gens, on les jette dans l'eau et après on leur demande comment ça se passe une fois qu'on les sort de la piscine. Et des fois, peut-être pour certaines personnes, ça peut être un peu abrupt. Alors comme on est en France, on va y être façon cartésienne. Je vais donc vous indiquer ces trois dimensions de la pratique qu'on retrouve à chaque étape de la méditation, dans la méditation de la pleine conscience. Que vous prêtez attention au corps, que vous prêtez attention aux sensations agréables et désagréables, aux pensées, aux émotions ou aux phénomènes. Grosso modo, vous aurez affaire à ces trois composantes. La première que vous voyez sur la gauche, où vous avez toutes ces flèches qui vont au centre, c'est une attention focale. C'est la capacité que vous avez à stabiliser votre attention. Donc ça sera le premier point qu'on essaiera de pratiquer ensemble. Le deuxième point, c'est ce vide infini que vous voyez. Une fois que vous êtes capable de vous stabiliser un peu, le monde n'est pas figé, le monde est en mouvement. La pleine conscience également est en mouvement. Donc l'idée va être que cette attention qu'on a réussi un peu à stabiliser, à concentrer, on va l'accompagner dans le mouvement. Ce qui nous permet le plus facilement de trouver cette idée de attention et de mouvement, ça va être le mouvement du souffle, si vous n'avez pas le nez bouché. En ce moment, le type est les runes. Et puis, vous avez sur votre droite les flèches qui partent du centre vers l'extérieur. Et ça, c'est un troisième mouvement dans la méditation. C'est ce qu'on appelle l'attention ouverte. L'attention ouverte, ça va vous permettre justement, dans cette attention continue, d'accueillir un peu les expériences qui vont s'élever dans votre champ de conscience. Expériences désirables, indésirables, ou non. Donc ça, c'est la théorie, et je vous invite à présent d'y consacrer quelques instants, en prenant une posture qui pour vous vous semble la plus appropriée pour la méditation. Donc une posture appropriée pour la méditation, ça va être une posture qui vous permette d'être à la fois disponible à ce que vous pouvez ressentir. Si vous vous endormez, vous n'allez pas être disponible, mais si vous êtes trop tendu et que vous avez trop de douleur, vous n'allez pas non plus être disponible. Et le point clé va être aussi l'orientation de votre regard. Soit vous pouvez fermer les yeux, soit vous pouvez orienter votre regard vers le bas et regarder un petit peu dans le vide. Et je vais le faire avec vous parce que c'est difficile pour moi de l'expliquer sans le faire avec vous.
Et vous donnez quelques secondes simplement pour vous poser la question et répondre à vous-même, comment je ressens le corps là? Qu'est-ce que je ressens du corps? Est-ce que je ressens le corps par partie? Complètement. Est-ce que quand j'y prête attention, il y a des douleurs? Un peu, comme quand vous rencontrez un ami, vous lui demandez comment il va et vous l'écoutez. Faites la même chose si c'est possible. Avec le corps. Et on peut faire la même chose avec l'esprit. Essayons d'observer, là, tout de suite, quels sont nos états mentaux. Est-ce que l'esprit est agité? Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est préoccupé par les perceptions sensorielles, les bruits, les mouvements autour de nous? Est-ce qu'il est un peu ensucré? Et voilà, cette première étape du corps et de l'attention et de la conscience, vous permet de savoir un peu dans quel état vous êtes. Et c'est très bien comme ça. Rien n'a changé, rien n'a transformé. À partir de là, on va pouvoir un peu poser notre attention dans une première étape qui va être prendre conscience de la respiration. Vous n'êtes pas juste un corps et une conscience, vous respirez, c'est ce qui nous maintient en vie. Est-ce que ce serait possible pour nous de poser notre attention là où on ressent la respiration avec le plus d'évidence? Au niveau des narines, au niveau de la gorge, au niveau du cœur ou au niveau du ventre. Observez là où vous ressentez la respiration avec le plus d'évidence et là où on la ressent avec le plus d'évidence, on essaye de s'y poser, un peu comme une feuille qui tombe sur l'eau, avec la même délicatesse. Et de demeurer. Si au bout de quelques secondes vous voyez l'esprit qui s'en va ailleurs, vous avez la liberté, soit de revenir sur votre support, soit d'errer avec les pensées, les ressentis. Demeurer et revenir, c'est l'ancrage, la première étape. Puis à présent, on peut évoluer dans une seconde étape. Je crois que c'est un peu stabilisé. On va partir du principe que c'est stabilisé pour nous tous, à un degré ou à un autre. On va poser notre attention dans le mouvement du souffle. Le souffle comme un mouvement. C'est plus la peine de s'attarder sur un lieu précis, sur un lieu d'ancrage, mais dans une présence continue. Il y a pour axe central le mouvement du souffle. On pourrait rester ainsi toute la journée, mais je vous propose de terminer cette expérience à votre rythme, en vous remerciant pour votre collaboration. Donc, voilà. À la base, il me semble important de partager un peu cette expérience, c'est que, soit en bonne santé ou en mauvaise santé, elle reste à la fois universelle dans le temps et dans l'espace. Que vous soyez tibétain, que vous soyez occidental, américain, c'est quelque chose qui peut être très utile et très soutenant, et qui se décline justement à chaque fois dans cette aptitude dans l'ancrage, dans une présence continue et dans une présence ouverte qu'on va ensuite progressivement appliquer au corps, aux sensations, aux pensées, aux émotions, et puis ensuite éventuellement aux phénomènes, aux interrelations qu'on peut avoir. Donc
Là, je vais passer rapidement sur ces points, du coup, comme Jean-Gérard l'a très bien expliqué tout à l'heure. Moi, j'enseigne essentiellement donc le programme MBSR. Je vais plutôt me consacrer sur les approches qui sont faites en oncologie, ce qui va nous amener éventuellement à cette page-là, juste pour reprendre quelques points qui nous ont semblé quand on a appliqué le programme MBSR pour des personnes atteintes du cancer ou avec des maladies chroniques et évolutives graves, qui nous ont semblé déterminantes dans son application. Le fait, par exemple, que le programme MBSR se structure avec un début et une fin. Pour les personnes en grande vulnérabilité, c'est quelque chose qui est rassurant de savoir qu'elles vont avoir accès à une méthode qu'elles vont pouvoir maîtriser. Le fait que cette méthode leur soit donnée dans un espace-temps, avec un rythme qui vous a été indiqué tout à l'heure, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était vraiment générateur de confiance et de stabilité pour les personnes. Même si ensuite, au cours du déroulé du programme MBSR, il peut y avoir des incidents de santé, des choses comme ça, les personnes savent qu'elles ont un cadre. Le fait aussi que ce programme se décline par étapes. Je disais tout à l'heure, on va commencer par prêter attention au corps, ensuite aux sensations agréables, désagréables, ensuite aux émotions, ensuite aux interrelations, fait qu'il y a une construction qui fait que les personnes ont le temps de stabiliser à un degré ou à un autre l'expérience, d'en tirer un profit, et du coup de s'investir dans l'étape suivante. Donc il y a aussi le fait que de devenir sujet de son expérience et de gagner en maîtrise là-dedans, c'est quelque chose aussi qui est très fondateur en termes de confiance et de reconnecter ce qui en nous n'est jamais malade, en quelque sorte. Donc la souche, donc c'est vrai que c'est un enseignement bouddhique, on a un peu évoqué rapidement, principalement les 4 placements de l'attention et la présence au souffle. Il y en a d'autres, mais le corps même du programme c'est celui-ci. Et un apport des thérapies cognitives et comportementales, entre autres, mais qui est quand même assez essentiel dans la dynamique de la pédagogie. On a vu tout à l'heure avec Jean-Gérard que la dynamique collective et l'engagement des participants est vraiment prépondérant. Donc l'apport pour moi qui a été vraiment déterminant, ça a été le travail qu'a fait Elena Rosenbaum, que vous voyez sur cette image. Comme je vous disais tout à l'heure, hop, là voilà, merci beaucoup. Elena fait partie des enseignants seniors. Comme je vous disais tout à l'heure, ça a été un travail d'équipe, l'élaboration du programme MBSR. Elena a fait une formation de psychologue à l'origine et s'est formée à la méditation au village des Pruniers dans les années 70-80 et a commencé à enseigner le programme MBSR très tôt avec John Kabat-Zinn. Et rapidement, elle a été atteinte d'un cancer et puis après elle a eu une récidive. Et dans l'ouvrage qui va être bientôt traduit en français, Being well, even if you are sick, être bien malgré la maladie, je pense que ça va être traduit comme ça, le titre. Elle dit en ouverture, la pleine conscience m'a aidé à avoir une vie, au sens littéral du terme. Et sur la base de son expérience, elle a ensuite tenu à pas se cantonner dans son rôle de malade pratiquante de la pleine conscience ou enseignante ayant vécu une expérience de cancer, mais quand même, elle a pu délivrer vraiment une expérience forte. Et quand on était aux États-Unis pour se former, la première étape pour se former en tant qu'instructeur MBSR, il y a quelques enseignants qui ont témoigné et j'ai été très touché par sa qualité de présence. Et son travail pour moi m'a vraiment beaucoup influencé. Il y a d'autres personnes dans le monde anglo-saxon de la pleine conscience qui ont fait des programmes adaptés du programme MBSR. Il y a en particulier un programme qui vient du MBCT qui a été aussi transposé pour les personnes atteintes du cancer. Mais là c'est intéressant parce que encore une fois, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Gérard, avec le programme MBSR, vous n'êtes pas dans le cadre d'une thérapie. Et c'est vrai que dans ce programme, on donne vraiment la priorité à ce qui est en bonne santé chez la personne. La présence,
et la respiration. Donc, le point clé qui se distingue pour nous de ce qui est fait dans le programme MBSR habituellement, c'est la capacité qu'on donne aux participants de se reconnecter aux perceptions sensorielles et au plaisir. Si vous connaissez un peu le programme MBSR, la notion d'expérience agréable, elle est surtout focalisée à la séance 3 sur 8 séances. Et en fait, au besoin, en fonction des groupes qu'on a, on n'hésite pas à prendre le temps pour que cette expérience de se reconnecter aux expériences, aux sensations, aux perceptions sensorielles soit relativement stabilisée. Et naturellement, on observe que les personnes, une fois qu'elles ont gagné en acceptation, en reconnexion avec les expériences agréables, elles gagnent en stabilité dans le fait de se retrouver avec un IRM ou avoir un contrôle préliminaire sur telle ou telle évolution de cancer ou de risque de récidive. Je dois dire que ça c'est, j'ai pu le découvrir. Le fait qu'il y ait aussi à Bayonne, comme on a travaillé au niveau en cancérologie, on a travaillé vraiment comme le programme MBSR s'est élaboré. C'est-à-dire que on a eu des médecins qui ont participé, on a eu des psychologues et des patients qui se sont investis dans ça. Et c'est vraiment leur travail qui m'a éclairé sur ça. Moi, j'aurais eu tendance à tout de suite à passer dans l'étape de l'acceptation de la douleur. Et je ne serais pas passé par ce travail de perception sensorielle agréable, ce travail sur le plaisir. Et ça, c'est vraiment l'expérience, le fait de travailler aussi avec une psychologue qui évolue en soins palliatifs depuis 10-15 ans maintenant au centre hospitalier de la Côte-Basque, qui, à force de faire le programme MBSR ensemble et on se connaît bien, qui m'a vraiment invité à mettre l'accent sur ça, sur cette capacité. Je suis malade, mais je suis en vie et je peux profiter de la vie. Et c'est à partir de cette zone de stabilité qu'ensuite, justement, sur cette vitalité, je peux accueillir ce qui me fait peur, ce qui me fait souffrir, et justement opérer ce travail sur l'acceptation qui est une des données centrales dans ces approches de la pleine conscience. À la limite, si dans mon exposé je devais retenir une chose, c'est cette dynamique. Donc, comment les choses se sont passées concrètement, pour vous donner un petit peu un historique. En 2012, donc, j'ai été invité à faire le programme MBSR à Biarritz, et on a eu plusieurs médecins du centre hospitalier de la Côte-Basque qui ont participé à ce programme. Une bonne partie de l'équipe des soins palliatifs, des cadres IDE, comme on dit, IDE, hein, c'est ça, et des psychologues diplômés d'État aussi, de l'hôpital de la Côte-Basque. Donc ils ont fait ce programme, et une fois qu'ils ont fait le programme, ils ont eu envie de faire partager ça à un certain nombre de leurs patients, et leurs patients ont été très réceptifs à cette pratique de la pleine conscience. Et du coup, on a à l'initiative, parmi ces patients, il y avait l'hématologue Carla Arrojo qui a donc fait le programme MBSR et qui a été enthousiaste. Et on a eu l'idée de proposer ce programme à des personnes en hématologie. Donc elle a pris sur elle de monter en lien avec l'association de recherche 164 une équipe de volontaires, entre guillemets, qui étaient de ces patients, pour faire ce programme. Quelque chose qui est très très utile, c'est que quand pour les patients cette méthode est recommandée par les médecins, ça gagne en fait. Parce que c'est vrai que avec toutes les connotations qu'on peut avoir avec la méditation, les sectes, etc. Je voyais sur des bulletins de santé des fois quand on méfiez-vous des sectes, on voit un type en méditation. Donc ça invite pas forcément. Donc là, le fait que ça soit un peu dans ce cadre avec le soutien de Carla, ça a permis justement de réunir 12 personnes. Sur les 12, il y en a 2 qui ont dû arrêter et une qui a changé, qui ont voulu arrêter, pour qui c'était pas forcément leur truc. Donc simplement pour rappeler aussi que c'est pas la panacée universelle. Il y a quand même des personnes pour qui ça ne convient pas, ça je pense qu'il faut pas l'oublier.
Il y a une personne qui a dû changer d'endroit, il y a ensuite 9 personnes qui ont eu le programme jusqu'au bout. Sur ces 9 personnes qui ont eu jusqu'au bout, qui ont fait le programme jusqu'au bout, il y en a 7 qui ont dit on peut pas rester là. Et on a ensuite eu ces personnes, ces patients donc, ont vraiment demandé à Carla de faire quelque chose, de structurer un peu ça. Moi justement, je voulais rester un peu neutre dans l'histoire au départ. C'est difficile dans ces approches-là de rester neutre, parce qu'évidemment on se sent impliqué. Mais il me semblait que c'était vraiment intéressant que ce soit quelque chose qui soit à la fois pris en charge par des cliniciens, des psychologues, médecins comme Carla, et aussi par les patients. Et que moi je n'intervienne que comme enseignant MBSR, voilà, afin d'être remplaçable. Par hasard, il y avait un truc une fois où je ne convienne pas, on pouvait éventuellement me remplacer. Le programme MBSR étant circulé, c'était bien. C'est un programme, donc une autre personne peut le faire. Et donc, on a ensuite organisé nos interventions sur deux plans. Il y a eu une association qui s'appelle l'Esprit du Souffle, qui s'est constituée à partir des patients qui ont fait ce programme, et qui y a participé évidemment Carla Arrojo et Patricia Gitoulou, donc, qui est donc une des psychologues principales des soins palliatifs, de l'unité des soins palliatifs du centre hospitalier de la Côte Basque. Et en parallèle avec ça, il y avait pas mal de personnes qui étaient parmi ces personnes qui ont fait le programme MBSR avec nous. Donc comme elles étaient en hématologie, il y en a pas mal qui avaient fait un séjour en chambre stérile et qui disaient c'est super ce qu'on a fait. Si on avait pu le faire quand on était en chambre stérile, ça aurait été en secteur protégé, comme on dit maintenant, ça aurait été encore mieux. Donc il y a eu donc l'association le CEMI Basque qui, à l'invitation de Carla, a permis qu'on intervienne maintenant depuis 2 ans en secteur protégé. Je reviendrai sur cette expérience un peu tout à l'heure. Donc à ce jour, entre 2013 et 2014, suite à cette expérience qu'on a eue avec le premier groupe test avec 164, on a animé 5 groupes MBSR de patients allant de 5 à 8 personnes. On s'est concentré sur un petit groupe de personnes parce que pour 2 raisons. La première, c'est que moi je ne vis pas sur la côte basque, donc il y avait aussi un problème logistique sur ça. Et on voulait aussi garder une période de test. On ne voulait pas tout de suite ouvrir à trop de monde. Et là, pour permettre d'accueillir les personnes, on a bénéficié du soutien du centre hospitalier de la Côte Basque qui nous a permis de faire ces programmes dans des locaux de l'hôpital. Donc, les personnes qui ont pu suivre ces programmes, ça a été sponsorisé en quelque sorte grâce à l'association de l'Esprit du Souffle. Et là, depuis cette année, depuis le mois de septembre, il y a la Ligue contre le cancer de la Côte Basque, je crois que c'est de la Pyrénées-Atlantique, mais là le centre sur Bayonne, qui nous ont demandé d'intervenir directement avec le soutien de l'ARS et d'animer les groupes en leur sein. Donc ce qui pour nous était plus facile. Ils ont une structure qui permet justement de pallier à certains problèmes de logistique que nous on pouvait rencontrer avec notre petite association. Et donc on a commencé cette expérience avec eux là au mois de septembre et on va ouvrir un peu plus. On veut garder cette idée de faire des petits groupes et on va faire 2 groupes à partir du mois de janvier en relation avec la Ligue contre le cancer. Donc la spécificité de ces groupes, c'est que jusqu'à présent, la psychologue Patricia, elle accueille les personnes pour entretien préliminaire pour faire le programme. Parfois, elle les initie un petit peu à la conscience avec quelques exercices. Et une fois qu'il y a eu en quelque sorte cette rencontre préparatoire, les personnes peuvent décider ensuite de faire le programme. On les aide pas tout de suite, même si elles sont recommandées par des médecins. Il y a quand même ce moment qui est possible de rencontre. Et on garde, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le programme MBSR peut parfois mettre les personnes dans un état de vulnérabilité assez intense. Et du coup, moi, c'est bien que je sache qu'il y a une psychologue avec moi, parce que moi, en tant qu'instructeur MBSR, entre guillemets, je peux me lâcher. Je peux faire le programme comme je l'entends,
parce qu'il y a cette connivence, cette relation assez forte qu'il y a avec Patricia, qui connaît bien le programme, on le fait ensemble, elle participe, elle n'est pas juste là en témoin clé, on nous disait, je sais pas si tu te souviens, que on peut pas faire le programme MBSR, assis au fond de la salle et regarder ce qui se passe, on participe, donc elle participe, parfois elle intervient un peu, parfois elle intervient plus, parfois elle n'intervient pas, mais elle participe à ça, mais elle, son rôle, c'est d'accompagner à titre individuel les participants qui en auraient besoin sur le programme. Parfois, il y en a qui n'en ont pas besoin. Parfois, il y en a qui en ont besoin. Et aussi, ça nous permet des fois, pour les personnes qui vont revenir après, d'avoir un accompagnement. Il y a des personnes qui vont de nouveau la voir et qui peuvent ensuite repratiquer avec elle. Elle animait par exemple des sessions, des petites sessions de lundi matin pour les personnes qui voulaient continuer à s'entraîner. Et on a également, à la demande des participants, organisé des choses qui allaient un peu plus loin. On a son initiative. Moi, je dois avoir un peu l'instinct encore trop conservateur au niveau de la méditation. J'aurais pas pensé à le faire. Mais une journée théâtre et méditation d'improvisation. Et c'est vrai que les patients ont beaucoup aimé ça. Ça les a vraiment stimulés et ont vraiment eu beaucoup de plaisir à joindre cette expérience de spontanéité, cette expérience sur les émotions, d'exprimer quelque chose. Et puis voilà, c'est des participants, c'est des pratiquants de la pleine conscience. En tout cas, nous, on les accueille de cette manière-là. Notre intention pour animer ce programme, quand on y a réfléchi, c'était de trouver les ressources pour faire face à la maladie, à la souffrance et à l'angoisse, apprendre à mobiliser au mieux ses ressources vitales pour rester connecté à son désir et à son goût de vivre, améliorer sa capacité à être plus présent et plus conscient dans le moment d'ouverture et de lien aux autres, et privilégier une approche globale de l'être en santé en refusant de réduire la personne à sa pathologie, et identifier les bénéfices de la pleine conscience sur la santé et le stress. Donc on voulait aussi rester dans une perspective un peu d'étude. À ce jour, donc, Carla est toujours dans la perspective de pouvoir un peu évaluer ce travail. C'est vrai que comme on est quand même les uns et les autres pas mal occupés, voilà, il y a un appel à la recherche universitaire qui est là, mais qui pour le moment est pas encore développé, pour être honnête. Juste pour finir une minute sur cette expérience donc en secteur protégé. Je suis intervenu, c'est la deuxième année que via l'association, donc le CENI Pays Basque, j'interviens en secteur protégé. On est mitigé pour cette expérience. Moi, je suis mitigé pour deux raisons. C'est vrai qu'il y a quelques personnes pour qui cette expérience est très profitable, mais je peux pas dire véritablement que ça soit la pleine conscience que je leur propose. Je pense que ça se rapproche plus de la sophrologie. Je soulage un sentiment d'angoisse, je soulage éventuellement de la douleur, mais on peut pas dire que ce soit ce processus d'acceptation dans sa globalité, d'intégrité que les gens peuvent retrouver dans une situation aussi intense de souffrance. Donc ça c'est questionnant, c'est pas un problème de pouvoir proposer de la sophrologie en secteur protégé, ça peut même être bien pour les personnes qui le souhaitent, mais il faut juste savoir de quoi on parle, donc ça c'est une première chose qui m'a questionné. C'est pas possible de faire vraiment un travail de pleine conscience parce que même quand des fois les personnes sont intéressées et prennent tout de suite avec la pleine conscience, la plupart du temps, la semaine d'après, à cause des traitements très forts qui sont donnés, elles sont pas trop fatiguées quand on est pas pour faire quelque chose. Ou alors après, elles partent, tout simplement, elles quittent le secteur protégé. Donc c'est très rare d'avoir quelqu'un avec qui on puisse faire un travail linéaire, qui est quand même un peu le préalable. Le deuxième point aussi qui m'a contrarié en secteur protégé, c'est le fait que et aussi des exercices qui leur permettent d'aller un peu plus loin que leur mur. Mais là, on arrive dans des exercices de visualisation et du coup, une nouvelle fois, je ne me retrouve pas forcément dans la dynamique de la pleine conscience. C'est pas un souci. Pas un souci, c'est simplement pour dire qu'il pourrait éventuellement y avoir d'autres approches qui pourraient être peut-être plus appropriées. Ah, voilà, j'ai retrouvé mon idée. Et aussi, ce qui n'allait pas, c'est que, ou ce qui devrait être amélioré plutôt, c'est que les personnes découvrent la pleine conscience dans ce cadre-là. Moi, je sais que, vous voyez, les personnes font acte, hein, ici dans la pièce. Donc, si vous avez vu un bon film, même si c'est un super film, avec quelqu'un que vous avez beaucoup aimé et que la personne est morte par la suite, si vous revoyez le film, est-ce que ça vous fait plaisir?
Donc si vous découvrez la méditation en chambre stérile, et que vous derrière on vous dit reméditez, faut quand même avoir déjà un sacré bagage pour se dire non, pour moi le secteur protégé il reste derrière. Tout ce qui concerne le secteur protégé, je vais pas le refaire parce que ça réactive ça. Donc il faudrait trouver un moyen pour que les personnes soient préparées avant, préparées pendant et suivies après. Et ça pour le moment on l'a pas fait. Je pense que là à ce moment-là on pourrait retomber plus sur nos pieds dans une approche vraiment de pleine conscience en hématologie. Donc, c'est pour les personnes en secteur protégé. Sachant que pour les personnes qui connaissent peut-être, quand vous arrivez en hématologie, parfois on vous prévient le jour d'avant. Hein, vous êtes diagnostiqué, tac, 48 heures après, vous êtes en secteur protégé. Donc au niveau de la préparation, au niveau de la pleine conscience, c'est pas toujours facile. L'autre point qui me paraîtrait aussi être fondamental dans ces approches en oncologie, c'est vraiment que comme c'est un peu le cas et que ça commence à se développer aux Pays-Bas, les médecins soient soutenants dans ça et accompagnent le processus, l'encouragent avant, pendant et après. Pas seulement les psychologues, mais aussi les médecins qui sachent un peu de quoi ils retournent et éventuellement le faire. Alors comme il y a beaucoup de médecins qui font du programme MBSR aux Pays-Bas, maintenant ça commence à bien marcher. Mais je pense que ça fait partie des prérequis pour qu'il y ait un accompagnement digne de stabilité et d'efficacité sur le long terme. Voilà, je vous remercie. J'avais